On se retrouve pour un nouvel épisode, mais cette fois-ci de Bali Buzz, pour qu'on voit ensemble les actualités à Bali. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment important pour moi et ça m'aide à déjà me motiver et ensuite à faire grandir la chaîne. La culture du salak, au programme aujourd'hui, reçoit une reconnaissance mondiale. Le système agricole traditionnel du salak, aussi appelé le fruit du serpent, à Bali a été reconnu par l'ONU pour ses pratiques d'agroforesterie durable. Cependant, les agriculteurs locaux continuent de faire face à d'importants défis économiques. On parlera ensuite de l'évolution des tendances touristiques. Les visiteurs étrangers prolongent désormais leur séjour dans des hébergements non classés plutôt que dans des hôtels de luxe, révélant un changement notable dans les comportements de voyage. Peut-être que les gens ont moins d'argent. Projet d'agrandissement aéroportuaire, le projet de construction de l'aéroport international du nord de Bali gagne en traction, avec l'espoir de mieux répartir le développement économique sur l'ensemble de l'île. C'est un sujet qui fait énormément parler à Bali, bien sûr, mais aussi dans le reste de l'Indonésie. Pour commencer, l'agroforesterie du Salak à Bali. Une reconnaissance mondiale, un combat local. Dans les collines verdoyantes de l'est de Bali, un fruit étrange, à l'écorce écailleuse, attire l'attention du monde entier. Le salak, ou fruit du serpent. Mais ce n'est pas tant le fruit lui-même qui impressionne que la manière dont il est cultivé. Le village de Sibetan, niché dans la région de Karangasem, est le berceau d'un système agricole ancestral, l'agroforesterie balinaise. Ici, les plantations de salak ne sont jamais isolées. Elles cohabitent avec des bananiers, des cocotiers, des goyaviers, du bambou et même des arbres épicés comme le giroflier. Ce modèle diversifié crée un écosystème vivant, où chaque espèce soutient l'autre. On parle d'un équilibre naturel entre l'homme et la terre. Un modèle de durabilité est maintenant reconnu par l'ONU. En 2024, ce savoir-faire unique a été inscrit par l'Organisation des Nations Unies sur la liste des systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial. Pourquoi? Parce qu'il combine une faible utilisation de produits chimiques, une conservation active de la biodiversité, une résilience climatique grâce à la diversité des cultures, un enracinement dans les traditions transmises oralement sur plusieurs générations. Mais cette reconnaissance internationale ne suffit pas à garantir l'avenir des agriculteurs. Il reste bien sûr des défis économiques persistants. Dans les champs de Sibétane, de nombreux producteurs vivent avec l'équivalent de quelques euros par jour. Le prix du salac reste volatile sur les marchés locaux. Et l'exportation est freinée par des normes sanitaires, logistiques et douanières. De plus, face à la popularité croissante des métiers du tourisme, les jeunes tournent le dos à l'agriculture. Le risque, voir disparaître un savoir ancestral faute de relève. Certaines coopératives locales tentent d'innover. Production de chips de salac, boissons fermentées comme le wine snake fruit, ou encore expériences agro-touristiques. Mais les ressources restent limitées sans soutien structuré des pouvoirs publics. Entre patrimoine vivant et fragilité silencieuse, alors comment faire en sorte que cette distinction onusienne ne soit pas un simple trophée symbolique? Comment transformer ce label en levier économique pour les agriculteurs? Il s'agit là d'un défi fondamental. Réconcilier reconnaissance mondiale et valorisation locale pour que le salac continue de prospérer sans se faner. Et vous, est-ce que vous avez déjà goûté le fruit du serpent? Je n'en ai pas vu à Carrefour récemment. De tourisme à Bali quand les visiteurs délaissent le luxe au profit de l'authenticité. Depuis quelques années, Bali n'attire plus simplement des amateurs de resorts luxueux et de piscines à débordement. Un vent de changement souffle sur l'île des dieux. Les voyageurs étrangers prolongent leur séjour, mais optent de plus en plus pour des hébergements non étoilés. Une évolution discrète, mais révélatrice d'un nouveau mode de voyage.
Le profil du nouveau visiteur, ils viennent d'Australie, d'Europe ou beaucoup d'Asie. Ils sont souvent jeunes, parfois en reconversion professionnelle ou en quête de sens spirituel. Ce sont des nomades digitaux, des freelances, des artistes ou simplement des vacanciers désireux de ralentir. Leur but n'est pas de tout voir en 2 jours ou seulement de prendre des photos Instagram, même si ça existe, mais de s'imprégner d'un lieu, de son rythme, de ses gens. Pourquoi choisir les hôtels non classés? Plusieurs raisons expliquent cette préférence croissante pour les petits logements plutôt que les 4 ou 5 étoiles. La première raison, la plus évidente, c'est bien sûr le budget. En restant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les voyageurs privilégient les logements à prix modéré, comme les guest house familiales ou les colocations dans des villas partagées. L'ambiance, bien sûr, ces lieux offrent souvent un contact plus direct avec les hôtes balinés, une atmosphère décontractée et un cadre propice au télétravail. Wi-Fi de plus en plus stable, cuisine partagée, jardin calme. L'authenticité. Les touristes recherchent une expérience plus locale. Apprendre quelques mots d'indonésien, cuisiner balinais, aller au marché du coin, participer à des cérémonies hindoues. Cette tendance est confirmée par les données. Et selon les statistiques récentes du ministère indonésien du tourisme, la durée moyenne des séjours a augmenté, notamment dans des zones comme Canggu, Ubud, Sidemen ou Amed. Le taux d'occupation des hôtels étoilés, lui, reste en dessous des niveaux d'avant la pandémie, tandis que les hébergements non classés enregistrent une croissance constante. Cette transformation redessine le paysage touristique de Bali. Les investisseurs redirigent leurs projets vers des complexes à taille humaine ou des espaces de co-living. Certains hôtels de luxe, eux-mêmes, révisent leur offre en intégrant des expériences plus intimistes ou locales pour rester compétitifs. L'impact pour l'économie locale. Ce changement favorise une distribution plus large des revenus. Les propriétaires de warung, les petits restaurants, les artisans locaux, les guides indépendants. Tous bénéficient davantage de visiteurs qui s'installent dans la durée. Mais cela pose aussi des défis. La régulation de la location courte durée, une saturation de certaines zones, comme Canggu qui est connu pour son trafic et les nombreuses motos qui y circulent, ou encore des conflits d'usage entre résidents locaux et expatriés. En somme, le tourisme à Bali n'est plus une simple parenthèse tropicale pour touristes fortunés. Il devient un mode de vie pour beaucoup et un moteur de transformation pour l'île. Reste à savoir comment encadrer ce changement pour qu'il soit durable, équitable et respectueux de la culture balinaise et de l'environnement. Le grand pari du Nord entre rêve d'équilibre et turbulence politique. À Bali, 95% des touristes internationaux atterrissent dans le sud, à l'aéroport de Ngurahai, de Denpasar. Résultat, un engorgement des routes, urbanisation à outrance et pression économique sur quelques zones précises, au détriment du reste de l'île. Une fois de plus, on pense à Canggu. Face à ce déséquilibre croissant, un projet ressurgit. La construction d'un nouvel aéroport international dans le nord à Buleleng. Un chantier titanesque censé rééquilibrer l'économie touristique, mais qui soulève aussi des débats intenses. La construction de cet aéroport est un véritable serpent de mer, puisque ça fait des années qu'on en entend parler, mais cela semble enfin avancer. Alors pourquoi construire un deuxième aéroport à Bali dans le nord? Eh bien d'abord parce que le nord de Bali reste aujourd'hui largement rural. Moins d'hôtels de luxe, moins d'investissements, mais aussi moins de bruit, plus de nature et une culture davantage préservée. L'idée est de créer une nouvelle porte d'entrée sur l'île pour redistribuer le flux touristique, favoriser les petits commerces locaux et désaturer les infrastructures du sud. Selon les plans actuels, le futur Bandara International Bali Utara accueillerait jusqu'à 20 millions de passagers par an.
Il s'agirait d'un complexe aéroportuaire intégré avec voies rapides, zone hôtelière et même une zone franche pour les affaires. Ambitieux, sans aucun doute. Et vient la question du financement, un montage financier plein de zones d'ombre. Mais derrière cette vision futuriste se cache une question clé. Qui va payer? En novembre 2024, la société indonésienne Bibu Panji Sakti a signé un accord avec le groupe chinois Shangye Construction Group pour financer le projet à hauteur de 3 milliards de dollars. Un partenariat en apparence alléchant basé sur un modèle clé en main. L'investisseur construit et se rembourse à la livraison seulement. Cela permet à l'État de ne pas puiser dans son budget national, mais cela suscite aussi de sérieuses inquiétudes. Le gouverneur de Bali, Wayan Koster, a exprimé publiquement son scepticisme. PT Bibou veut construire, mais d'où vient l'argent? Il n'y a eu aucune coordination avec le gouvernement provincial. Ce manque de transparence alimente les tensions. Décision unilatérale, absence de consultation locale, zone d'ombre sur la provenance réelle des fonds. Tout cela fragilise la confiance des habitants. Alors, développement ou destruction? Au-delà du financement, les critiques pointent aussi sur l'impact écologique et humain du projet. Des déplacements de villages agricoles entiers, dont certains vivent là depuis plusieurs générations. Une déforestation et une atteinte aux écosystèmes. Le terrain visé est très riche en biodiversité. Des problèmes d'accès à l'eau. Des inquiétudes existent quant à la surexploitation des ressources naturelles pour alimenter l'infrastructure. Les ONG locales demandent que le projet soit suspendu jusqu'à ce qu'une évaluation environnementale complète soit réalisée. D'autres proposent une alternative, améliorer les routes vers le nord ou agrandir progressivement le tout petit aéroport existant. Une décision présidentielle controversée. Malgré tout, le gouvernement central a tranché. En juin 2025, le président Prabowo Subianto a signé le règlement présidentiel numéro 12-2025, intégrant officiellement l'aéroport de Buleleng dans le plan national de développement à moyen terme. La construction doit commencer d'ici fin 2025 avec une ouverture partielle prévue en 2027. Un plan très ambitieux. Voyons si ça va marcher. Alors, entre ambition de modernisation, pression foncière, financement international et résistance des communautés locales, auquel je rajouterais manque de coordination avec le gouvernement de Bali, ce projet d'aéroport reflète un dilemme bien baliné. Comment accueillir le monde sans perdre son âme? Et surtout, à qui profite vraiment ce nouvel envol? Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que vous seriez intéressé pour visiter le nord de Bali, encore largement sauvage et méconnu? Ou est-ce que vous pensez que les infrastructures touristiques actuelles sont suffisantes et qu'il n'est pas nécessaire de bâtir un nouvel aéroport? J'attends vos commentaires. Merci pour aujourd'hui et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.